Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. À travers sa tradition initiatique, à travers en même temps et bien évidemment sa tradition du secret, on peut dire que la franc-maçonnerie a été l'objet de toutes les suspicions de la part d'une grande partie de l'imaginaire collectif, particulièrement en France. Pourtant, il est patent que, au moins à ses origines, la franc-maçonnerie était un mouvement profondément spirituel qui essayait de dépasser les divisions religieuses que connaissait l'Europe au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, et qu'il y avait là un idéal de fraternité, un idéal d'humanité très profonde, appuyé sur toute une lecture symbolique. Derrière les polémiques, derrière les mauvaises interprétations, c'est donc une sorte de découverte des origines mêmes de la franc-maçonnerie que nous voudrions nous livrer afin de comprendre l'élan qu'il a porté, afin de comprendre en même temps sa généalogie, sa filiation, comment elle est apparue et comment elle s'est imposée dans l'Europe qui va devenir l'Europe des Lumières, et cela en compagnie de Patrick Négrier, qui est lui-même de la Grande Loge de France, et de Françoise Jupon-Réquillart, historienne de la franc-maçonnerie. Le message de la franc-maçonnerie au départ, tel qu'il a été voulu par Anderson et par Théophile des Aguiliers, c'est-à-dire les premiers fondateurs de la franc-maçonnerie spéculative en Angleterre, au départ était en fait quelque chose qui se voulait en dehors des religions. C'était quelque chose qui se voulait au-dessus de la religion. Il voulait quelque chose de fédérateur. La maçonnerie spéculative est née au XVIIe siècle. Elle est issue des loges opératives de bâtisseurs de cathédrales. Mais là, une nuance s'impose. Lorsqu'on étudie l'histoire de près, on voit que ce qui a créé l'apparition de la franc-maçonnerie en Grande-Bretagne au XIVe siècle, c'est le phénomène de la guerre de 100 ans. Pourquoi ? La guerre de 100 ans, qui a démarré en 1337, a fait que les bâtisseurs de cathédrales devaient partir à la guerre. Ils ne pouvaient plus exercer leur travail. On a donc fermé les chantiers des cathédrales gothiques, et c'est le fait que ces ouvriers du bâtiment, s'étant retrouvés au chômage, partant à la guerre, après la guerre, ne pouvaient plus retourner sur les chantiers gothiques qui avaient été fermés. C'est pourquoi sont apparus en France, d'une part, le compagnonnage, et d'autre part, en Grande-Bretagne, la franc-maçonnerie opérative. Tous les rites de la maçonnerie, eux, tournent autour de l'idée de construction. Tous les détails de costumes et de cérémonies, toutes les particularités de langage, les formules employées, les noms de grades, la décoration des salles, tout cela forme une espèce de drame religieux, au sens où l'entendaient les anciens, et c'est le drame de la construction. Jules Romain, Les hommes de bonne volonté. L'aspect de l'univers offre aux yeux de l'observateur une rotation perpétuelle de création, agrégation, de destruction, disgrégation et de régénération. Naître, mourir, se reproduire, telle est la loi imposée à tout ce qui existe. Le mouvement,
ou si l'on veut Dieu, l'esprit, est la cause efficiente de ces divers états de la matière. Lui seul donne la vie, lui seul cause la mort. C'est le bienfaisant Osiris, c'est le redoutable Typhon. Ces dieux sont frères, ou plutôt, ils ne font qu'un seul Dieu. En langage symbolique, on dit communément que la mort est la porte de la vie, vérité peu connue de ceux qui possèdent le grade de maître. De Laulnay, Tuileur des 33 degrés de l'éconisme. Un certain nombre de corps de métier français, et en particulier les corps de métier maçons qui étaient des métiers itinérants, contrairement aux corps de métier des cordonniers ou des autres. Ces corps de métier français, un petit nombre évidemment, se répartis en Écosse. Parce que c'est en Écosse que l'on retrouve des textes et des anciens devoirs, comme on disait, qui donnent les règles professionnelles et morales que tous les adhérents de ce corps de métier doivent suivre. Et en Écosse, un grand nombre de monuments, de pierres tombales, de sculptures d'églises ou de bâtiments privés, ont des sculptures très anciennes qui reprennent des signes, les signes qu'ils utilisaient, c'est-à-dire la truelle, le compas, le fil à plomb. Il faut bien reconnaître que la franc-maçonnerie opérative était dénuée de rites. Les rites sont apparus dans le compagnonnage français, puis lorsque le compagnonnage français est passé durant la guerre de Cent Ans dans la franc-maçonnerie opérative, les rites se sont transmis et aussi les légendes du compagnonnage français. Donc les rites ne sont apparus qu'avec la transmission du capital compagnonnique aux francs-maçons opératifs en Grande-Bretagne. Au Moyen-Âge et du XVIe siècle, enfin toute cette période où il y avait des textes anciens qui servaient au métier, au corps de métier. Ces textes anciens comprenaient une partie légendaire, puisque le Moyen-Âge était très friand et c'était de toute façon la seule façon pour eux de communiquer. Ils s'appuyaient sur des légendes. Et la franc-maçonnerie, effectivement, a toute une part de légende, mais qu'il faut bien distinguer ensuite du message mystique qu'elle a pu introduire par la suite. En quoi consiste en fin de compte ce fonds légendaire ? Ce fonds légendaire se retrouve dans à peu près tous les corps de métier, parce que au Moyen-Âge, c'était important d'avoir des origines très anciennes, les plus anciennes possibles. Alors on remonte, certains historiens se sont même amusés à compter, on retrouve 77 origines différentes pour la franc-maçonnerie, y compris Dieu le Père, y compris le déluge, y compris etc. Parce que les gens avaient besoin sans doute de merveilleux et on cherchait à donner une assise la plus sérieuse, la plus ancienne possible à une association. La lumière éternelle, celle qui contient tout. Comment trouve-t-on cette lumière, mon frère ? On ne la trouve jamais complètement, mais on peut en observer les rayons en étudiant la nature, en observant les phénomènes, en descendant au fond de sa conscience, et surtout, en accordant son être au rythme universel. Rituel d'ouverture des travaux de la loge Théba. On rencontre dans les anciens devoirs, qui sont les premiers textes de la maçonnerie opérative, des références à des choses mystérieuses, comme un récit de Flavius Joseph des Antiquités juives sur 2 colonnes, sur lesquelles aurait été gravé un savoir astronomique. Les anciens devoirs parlaient beaucoup aussi des 7 arts libéraux,
de l'antique philosophie grecque. La franc-maçonnerie opérative était une corporation professionnelle chrétienne, donc elle se référait avant tout à la fois à la liturgie chrétienne, mais aussi à l'éthique chrétienne. Mais mis à part ces quelques éléments, le véritable savoir ésotérique pénètre dans les loges spéculatives lorsque, vers 1637, les loges écossaises acceptent en leur sein des gens qui n'étaient pas des maçons et qui étaient en particulier des amateurs de sagesse rosicrucienne et alchimique. Ordre assez mystérieux d'une part, mais on sait ordre qui très vite a essaimé en Angleterre. On a le nom de Robert Floyd, le médecin de la cour de Londres, et on voit très bien qu'avec la Rose-Croix, à la fois il y a quelque chose de l'ordre de l'initiation, de l'ordre de l'alchimie comme vous l'avez dit, et en même temps de l'ordre de quelque chose qui se veut une philosophie universelle, à la fois plongée dans la tradition et à la fois à la pointe de la modernité. Oui, c'est important de parler du mouvement Rose-Croix, car on n'a pas encore jusqu'à présent assez souligné le rôle que les idées de ce mouvement ont joué dans la transformation de l'ancienne maçonnerie opérative en véritable institution initiatique. Les Rose-Croix nous sont connus par des textes dus à la plume d'un auteur luthérien qui s'appelait Johann Valentin André, et cet auteur avait composé 3 textes essentiels que j'ai relus récemment et qui, lorsqu'on les lit, nous montrent bien quelles idées il voulait véhiculer dans l'Europe de manière à faire changer les choses, même au plan politique. Le mouvement Rose-Croix était d'abord un mouvement luthérien, c'est-à-dire un mouvement qui était déjà contestataire au plan religieux et qui était émancipateur dans la mesure où le mouvement luthérien libère du catholicisme dans la mesure, et même de la papauté, dans la mesure où il demande à chaque chrétien d'interpréter personnellement la Bible sans recourir aux prétendues lumières d'un prétendu magistère. La deuxième chose qu'il faut savoir sur le mouvement Rose-Croix, c'est que Johann Valentin André et ses amis étaient des hommes férus d'alchimie, et en particulier de l'alchimie de Paracels. Nos auteurs adoptèrent pour père l'homme le plus versé dans la partie occulte et dans les spéculations physiques. Le plan du temple qu'il avait érigé, et dont la description au livre saint n'indique pas précisément une merveille, devint le plan de leurs travaux. Tout ce qui semblait tenir à l'édifice que l'on voulait rebâtir devint précieux. Et le nom de maçon fut bientôt un titre de gloire, sous lequel les ouvriers du temple auguste de la nature se mêlèrent aux croisés enthousiastes. Baron de Tchoudi, l'étoile flamboyante ou la société des francs-maçons. Le succès du mouvement Rose-Croix, disons de l'influence du style de pensée rosicrucien dans les milieux maçonniques, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est comment se fait la jonction entre les deux, et pourquoi se fait cette jonction, parce qu'après tout, ce n'était pas écrit dans les étoiles. Vous avez mentionné avec raison Robert Flood tout à l'heure. Il est évident, nous le savons par les textes, que Robert Flood est allé en Angleterre répandre les idées du mouvement Rose-Croix. C'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les premiers maçons acceptés étaient non seulement des rosicruciens, mais c'était des hommes aussi qui traduisaient eux-mêmes les 3 grands classiques Rose-Croix en anglais et les faisaient connaître au peuple anglais. Le troisième élément que l'on pourrait donner, c'est que
fort curieusement, quelques années avant que apparaisse le Mason Word en Écosse, c'est-à-dire la forme archaïque du rite d'initiation maçonnique, déjà en Allemagne, Johann Valentin André s'intéressait à Jacquin et à Boaz, c'est-à-dire au nom des 2 colonnes du Temple de Salomon, qu'il communiquait secrètement à ses disciples, exactement comme le feront un peu plus tard les premiers francs-maçons spéculatifs. Il y a là de quoi être étonné, mais ce n'est qu'une coïncidence. Alors, si vous voulez, avant d'aller plus loin, puisque ça fait déjà 2 fois que nous parlons de ces 2 colonnes, est-ce que vous pourriez quand même nous éclairer sur ce que représentent ces 2 colonnes, d'autant plus qu'elles vont, elles vont poursuivre leur carrière à travers toute l'histoire de la maçonnerie. Au premier livre des rois, dans la Bible, au chapitre 6 et 7, est décrit le temple de Salomon, et la description nous dit que devant la porte du temple se trouvaient 2 colonnes fort hautes qui s'appelaient l'une Yachin et l'autre Boaz. Yachin en hébreu signifie « il établira » et Boaz signifie « en force » ou plutôt « en lui force ». Ces 2 colonnes étaient en réalité des arbres parce que ces colonnes étaient surmontées de chapiteaux. Le chapiteau inférieur était décoré de feuilles de lotus et le chapiteau supérieur était décoré de grenades. On a donc affaire là à 2 arbres qui entourent la porte du temple de Salomon, et ces 2 arbres faisaient évidemment, comme on peut le penser, référence à 2 des 3 arbres du paradis de la Genèse, qui était le premier, l'arbre désirable à voir et bon à manger, et le second s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les actions réelles des francs-maçons sont si grandes, elles visent si loin que des siècles entiers passeront peut-être avant qu'on puisse dire « voilà ce qu'ils ont fait ». Et pourtant, ils ont fait tout ce qui est bien de par le monde. De par le monde, tu entends bien. Et ils continuent à œuvrer à tout le bien qui se fait de par le monde. Tu m'entends? Le monde. Les signes, dialogue maçonnique. On voit en tête le rouleur, près de lui la rose se fane, l'arc-en-ciel et ses vives couleurs brillent moins que sa noble canne. La transition entre maçonnerie opérative et maçonnerie spéculative s'est faite en 3 temps. Le premier temps se passe en 1599, en Écosse, lorsque un maître maçon, qui s'appelait Shaw, demande à ses apprentis d'apprendre l'art de mémoire. Or, l'art de mémoire, c'était une discipline directement liée au symbolisme architectural et par conséquent à l'ésotérisme. Le deuxième facteur historique de transition, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'acceptation. C'est une thèse qui n'est pas reconnue par tous les historiens, mais personnellement, je n'ai encore trouvé aucun argument pour la contredire et la nier. Cette thèse, qui est basée sur des faits historiques, nous dit que les loges opératives de bâtisseurs, au début du XVIIe siècle, ont commencé à accepter en leur sein des personnes qui n'étaient pas des maçons. Or, il se trouve que les 2e et 3e noms de ces personnes qui nous sont connus étaient des Rosicruciens, férus d'alchimie, c'était sœur Elias Ashmole et sœur Robert Moret. Le 3e facteur qui a transformé les anciennes loges de bâtisseurs en véritables loges initiatiques, c'est l'apparition en 1637
d'un véritable rite d'initiation symbolique et ésotérique qu'on appelle le Mason Word. Et ce Mason Word consistait simplement à se prendre la main et à se communiquer les noms des 2 colonnes du temple de Salomon. On a l'impression qu'il y a un moment où la maçonnerie, je dirais, hésite entre 2 voies. Je pense particulièrement au personnage de Pierre, par exemple, dans Guerre et paix de Tolstoï, qui fait partie de la franc-maçonnerie et qui se demande effectivement est-ce qu'il doit pas être d'une franc-maçonnerie plutôt philosophique ou est-ce qu'il ne doit pas entrer dans la maçonnerie d'ordre mystique. Et donc on a l'impression que là il y a un vrai carrefour qui a eu lieu. C'est exact. Au XVIIIe siècle, les premiers textes fondateurs de la maçonnerie spéculative, c'est-à-dire les constitutions d'Anderson, ne faisaient absolument allusion à aucune religion. Il disait simplement, il ne faut pas être un athée stupide. Et c'était une volonté de fédérer tout le monde, en fait, et de rassembler tout le monde autour d'une idée de fraternité. Et il faut savoir aussi ce que l'on entend par mystique. Il y a des francs-maçonneries qui sont hermétistes, d'autres occultistes, d'autres égyptiennes, d'autres... il y a un éventail très important de maçonnerie qui font appel à des sciences occultes ou même à l'alchimie, etc. Et puis, il y a une franc-maçonnerie dogmatique, c'est-à-dire que après les premières constitutions d'Anderson, mais longtemps après, on a introduit l'obligation de la croyance en Dieu. Donc ça, c'est le véritable tournant et qui est contraire finalement à la volonté des premiers fondateurs de la franc-maçonnerie actuelle. On a introduit cette croyance en Dieu, donc on a introduit un dogme en quelque sorte, et puis par réaction, il y a une franc-maçonnerie que l'on appelle libérale, qui laisse et qui proclame la liberté de conscience. Oui, mais sous le nom de Dieu, qu'est-ce que l'on désigne exactement? Parce que selon un vocabulaire qui est venu de la maçonnerie, ça peut être, comme disait Voltaire, le grand architecte. Mais si on est du côté hermétiste, alchimique ou égyptianisant, c'est un sens, je dirais, beaucoup plus fort et en même temps beaucoup plus intérieur à la personne. Il y a une franc-maçonnerie théiste, c'est-à-dire qui oblige tous leurs adhérents à être croyants en Dieu tel que le conçoit l'Église catholique ou protestante, c'est-à-dire divinité révélée, immortalité de l'âme, etc. Et puis il y a effectivement une maçonnerie déiste qui dit Dieu c'est un petit peu tout ce que vous voulez, c'est le grand architecte de l'univers, c'est quelque chose que vous construisez vous-même dans votre réflexion. Pourquoi, au départ, est-ce que la maçonnerie se donne comme un mouvement ésotérique? Alors, bien entendu, je prends ésotérique au sens le plus réel du mot, c'est-à-dire ce qui va à l'intérieur même des choses et des choses cachées dans le sens du texte, si on peut dire, ou dans le sens du symbole. Mais pourquoi est-ce un mouvement ésotérique, précisément, dans la mesure où, après tout, on pourrait se dire, ça aurait pu être une philosophie qui se développait au grand jour, une philosophie qui faisait partie de l'horizon de son siècle. Or, on voit bien qu'il y a une sorte de chemin parallèle qui est pris tout de suite par la maçonnerie. Vous avez raison. En maçonnerie, il y a 2 grandes orientations, 2 grandes tendances caractéristiques. Il y a une première tendance qui est celle du symbolisme biblique et des symbolismes autres que celui de la Bible, donc une tendance exégétique. Et l'autre tendance, elle est purement philosophique et ne s'intéresse pas du tout à décoder le symbolisme des monuments et des traditions symboliques. Et si la première est antérieure, puisqu'elle est apparue en maçonnerie spéculative vers 1637, la seconde
est postérieure car elle n'est apparue qu'un siècle ensuite, lorsque Anderson et des adulliers ont élaboré leur constitution maçonnique en 1723, et c'est dans ce premier texte que commence à apparaître l'horizon philosophique en maçonnerie, puisque des adulliers demandent aux maçons, qui s'entre-déchirent entre chrétiens et entre confessions chrétiennes à l'époque, de se baser sur le point commun qui pourrait les concilier tous, et le seul point universel qui pourrait concilier les antagonistes au plan religieux, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas une doctrine, ça ne peut être une pratique, et puis évidemment, puisqu'il n'y a qu'une pratique au plan religieux et qu'on appelle la religion naturelle, c'est cela que des adulliers a proposé comme base fondamentale à l'ordre maçonnique entier. Donc la religion naturelle, c'est une orthopraxis. En cela, elle résout le problème des conflits d'opinion. Mais qui dit orthopraxis suppose aussi universalité, et qui dit universalité dit aussi évidemment philosophie de la religion. C'est ainsi que l'esprit philosophique, je pense, est vraiment rentré dans les loges spéculatives grâce à des adulliers en 1723. Seth fut élevé auprès de son père et se porta avec affection à la vertu. Il laissa des enfants semblables à lui, qui demeurèrent en leur pays, où ils vécurent très heureusement et dans une parfaite union. On doit à leur esprit et à leur travail la science et l'astrologie. Et parce qu'ils avaient appris d'Adam que le monde périrait par l'eau et par le feu, la crainte qu'ils eurent que cette science ne se perdît auparavant que les hommes en fussent instruits, les porta à bâtir 2 colonnes, l'une de briques et l'autre de pierre, sur lesquelles ils gravèrent les connaissances qu'ils avaient acquises, afin que, s'il arrivait qu'un déluge ruinât la colonne de briques, celle de pierre demeurât pour conserver à la postérité la mémoire de ce qu'ils y avaient écrit. Leur prévoyance réussit, et on assure que cette colonne de pierre se voit encore aujourd'hui dans la Syrie. Flavius Joseph, Antiquité juive. Ce que nous faisons est relatif à la vertu. C'est son temple que nous bâtissons. Et les instruments simples et grossiers dont nous faisons usage ne sont que des symboles de l'architecture spirituelle qui nous occupe. Baron de Tchoudi, l'étoile flamboyante ou la société des francs-maçons. On a l'impression qu'il y a un symbole central qui est celui du temple de Salomon. Et comme si finalement les cathédrales gothiques elles-mêmes étaient comme des répliques du temple de Salomon, au moins dans l'esprit. Je pense que ce thème est rentré en maçonnerie très tôt, car il apparaît déjà dans le 2e texte fondateur, le Cook, si je me souviens bien, vers 1410. Pourquoi le temple de Salomon est-il rentré dans les premiers textes fondateurs? La raison en est très simple, c'est que les premiers textes fondateurs nous font part de l'imaginaire des maçons opératifs. Or, les maçons opératifs construisaient des cathédrales gothiques. Or, quel était le modèle architectural et symbolique, par conséquent, de la cathédrale gothique? C'était le temple de Salomon. Et ce temple de Salomon, qui est apparu donc dans les premiers textes de la franc-maçonnerie opérative, s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui dans la tradition maçonnique, parce que, au XVIIe siècle, lorsque l'exégèse symbolique a pénétré dans les loges, le temple de Salomon ne représentait plus vraiment le modèle de la cathédrale gothique. Il devenait un objet bien plus intéressant. Il devenait un lieu important de la symbolique biblique qui, à cause de son symbolisme, et parce que les maçons étaient détenteurs désormais d'une exégèse symbolique, pouvaient ouvrir toutes grandes les portes de l'ésotérisme aux francs-maçons. Mais alors, on a l'impression que très vite, autour du temple de Salomon, s'est agrégé un certain nombre de figures symboliques. Je pense particulièrement, évidemment, à la figure de Hiram, le maître bâtisseur, et avec toute la dramaturgie, si l'on peut dire, qui s'est bâtie autour de lui. Hiram est mentionné dans la Bible comme un maître d'œuvre du temple de Salomon.
Et il a pénétré comme figure légendaire dans la tradition maçonnique en 1730, dans un texte de Samuel Pritchard qui s'appelle « La maçonnerie disséquée ». Depuis cette époque-là, Hiram est au centre d'une légende relative au thème du meurtre du maître d'œuvre, une légende relative au thème de la mort et de la résurrection. Et cette légende n'est pas d'origine biblique. Elle semble être la reprise de figures analogues qu'on retrouve dans la littérature médiévale et qu'on a retrouvé évidemment dans les légendes compagnoniques, puisque ce qui arrive à Hiram, c'est pratiquement ce qui est arrivé à Maître Jacques dans la légende compagnonique française de ce titre. Einen selten König preise, preis in Hochhofes Gesang. Schon als Jüngling brav und weise, gab sein Herz ihm Königsrang. Si on prend l'évolution de la maçonnerie durant le XVIIIe siècle, bien entendu, il reste cet aspect initiatique, bien entendu, il reste cet aspect ésotérique, mais on a l'impression, et d'ailleurs éventuellement, dans l'héritage et dans la ligne même de la Rose-Croix au départ, qu'il y a une volonté par rapport justement aux vérités qui sont contenues dans le symbolisme, et donc à la vérité de l'humanité, qu'il y a une volonté de réformation de la société. Ce que vous dites là, c'est pratiquement une définition du projet initiatique. Évidemment, c'était forcément le cas de la maçonnerie spéculative dès ses origines. Ce projet était d'ailleurs celui des Rose-Croix à la même époque, au XVIIe siècle. Un projet de réformation, comme d'ailleurs l'ont dit tous les chercheurs sur ces mouvements chrétiens contestataires, et de réformation qui, n'ayant pas le pouvoir politique, pensait d'abord influencer les âmes en répandant une littérature. C'est, par exemple, cette mouvance qui a donné en littérature ce qu'on appelle le genre utopique. Les utopies qui envisagent une cité meilleure et plus heureuse, les utopies fourmillent au XVIIe siècle. Et on les voit encore apparaître au XVIIIe siècle. Elles avaient commencé au XVIe siècle. C'est vraiment avec l'humanisme au XVIe, puis à l'âge classique au XVIIe, que l'homme, prenant conscience des forces qu'il représente comme individu, et insatisfait d'un christianisme complètement dégradé au cours du Moyen-Âge, décide de prendre l'histoire en main et commence à s'affirmer, non seulement au plan politique, mais aussi dans ses représentations mentales et surtout dans sa nouvelle conception du propos biblique. Oui, mais alors précisément, si je parle du XVIIIe siècle, c'est parce qu'on a l'impression qu'au XVIIe, je dirais, la réformation est un idéal. Au XVIIIe siècle, je dirais, en fin de compte, cet idéal commence à s'inscrire réellement dans la réalité et on voit la maçonnerie déboucher dans le champ de l'histoire et essayer de peser sur l'histoire pour cette réformation. Je crois que le facteur qui a joué dans cette popularisation ou vulgarisation du projet de réformation, c'est le livre. On n'imagine pas le poids politique du livre. Je crois que les Lumières, en publiant, en faisant part des nouveaux progrès scientifiques, l'instruction se développant d'ailleurs, tout cela a contribué non seulement à l'émancipation des consciences, mais aussi a contribué à faire en sorte que la masse de contestation s'accroisse et prenne conscience d'elle-même. C'est ce facteur qui a provoqué la Révolution française. Et je crois que ça n'était là que les prodromes d'une immense révolution qui n'est pas encore achevée. Die Flamme lodert, wilder Schein, durchglänzt den düstern weichen Hain, und heirauf tiefte Hallen, und heirauf tiefte Hallen. La division de la franc-maçonnerie française s'est faite dans la deuxième partie du XIXe siècle,
au moment du positivisme, au moment où on a commencé sur le plan politique à lutter pour la laïcité, pour la séparation du pouvoir et des églises, pour l'école laïque, etc. C'est-à-dire, c'est venu évidemment à partir des années 1860, pour aller évidemment crescendo, mais les textes et les rituels également sont très clairs à partir de ce moment-là. Les francs-maçons veulent la liberté de conscience, donc on révise la constitution du Grand Orient de France, on en élimine en 1867 l'invocation au grand architecte de l'univers et on s'oriente vers une action politique qui va soutenir le mouvement pour la séparation de l'État et des églises, oui, mais alors, qui aboutira à la loi de 1905. Mais à côté, il y avait quand même une deuxième obédience qui s'appelait le Suprême Conseil, qui avait conservé ces traditions d'invocation au grand architecte, sans mettre quoi que ce soit de très précis derrière. Mais interroge donc les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te renseigneront. Ou bien les reptiles de la terre, ils t'instruiront. Les poissons de la mer, ils t'expliqueront. Qui ne sait, parmi tous ces êtres, que la main de la vertu a fait tout cela, elle, qui a dans sa main l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair humaine. Livre de Job, chapitre 12, 7, 10. Petit à petit s'est introduit un mouvement symboliste autour d'Oswald Wirth et au même moment, si vous voulez, où dans la société, il y a eu l'influence d'Henri Bergson. Alors, ce mouvement symboliste a grandi petit à petit, a fait des émules, mais ça a été très très lent, si bien qu'on peut dire que la Grande Loge de France est devenue mystique après la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, elle n'a introduit la Bible comme symbole dans ses textes qu'en 1953. Il y a une question quand même que se pose l'observateur extérieur, qui est de dire, on sait très bien que la mode n'est pas encore au suffrage féminin et à l'égalité des hommes et des femmes à ce moment-là, mais dans la mesure où la franc-maçonnerie se voulait comme une sorte d'aiguillon, comme une sorte d'éclaireur en même temps sur beaucoup de choses, et en même temps une fraternité, comment se fait-il même que le problème des femmes se pose ? Oui, ça rencontre énormément de résistance, ça en rencontre toujours, parce que les francs-maçons se fondent sur leurs textes d'origine, donc les constitutions d'Anderson, qui interdisaient aux esclaves et aux femmes d'entrer dans la franc-maçonnerie. Il fallait des hommes libres et de bonnes mœurs. Bon. Et puis, malgré l'évolution des mœurs, malgré l'évolution des choses, on se rend compte que tout ça évolue lentement.